Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché. Soyez toutes et tous les bienvenus. Et aujourd'hui, on va parler du gold. Mais avant cela, comme d'habitude, l'actualité des marchés économiques. Et on a enfin de quoi se la croustiller un petit peu. Alors, plutôt d'un point de vue fondamental, hein, plus que honnêtement les graphiques américains qui sont toujours complètement léthargiques. Mais pour ce qui est en tout cas de l'actualité, on a de quoi s'amuser un peu ce matin. On a deux points majeurs. Ces points majeurs, c'est Trump qui vole la vedette à Nvidia. On a les deux acteurs principaux de notre histoire. Trump relance la guerre commerciale avec des droits de douane de 25% sur l'Europe, ciblant notamment, vous l'avez peut-être vu, les voitures et les produits agricoles. Alors bon, on l'a vu, hein, avec son langage toujours très franc. Selon lui, l'Union européenne a été créée pour emmerder les États-Unis. Toujours un peu plus de belles petites phrases de la part de notre ami Donald, mais toujours est-il que ça met le bazar parce que, eh bien, déjà ça amène de la tension sur les marchés et ça amène un nouveau risque d'affrontement, pardonnez-moi, commercial entre ces deux blocs. Donc on va voir un petit peu comment ça réagit, mais ce qui est sûr, c'est que dans un contexte, encore une fois, un peu d'incertitude, il y en a un qui pourrait tirer son épingle du jeu. On va voir juste ça après avec le gold. Deuxièmement, on a donc Nvidia qui a publié ses résultats et je voulais attirer l'attention dessus. On a un chiffre d'affaires qui est en hausse. Mais malgré tout, on n'a pas une réaction aussi forte qu'attendue. Alors, le leader mondial des puces IA a enregistré pour le T4 des revenus de 29,33 milliards de dollars contre 38 milliards anticipés pour un BPA de 0,89 contre 0,85. Pour ceux qui ont du mal avec le BPA, c'est tout simplement le bénéfice par action, c'est combien une action génère de bénéfices. Pour expliquer la réaction baissière de l'action, on notera tout d'abord que la croissance des revenus ralentit nettement. Alors, toute proportion gardée. Parce que quand on lit cette phrase, on se dit oula, ça sent pas bon pour Nvidia. Non, c'est simplement qu'il y a un moment, les entreprises peuvent pas doubler leur chiffre d'affaires et leur marge chaque année. Il y a un moment où le marché est plus mature et on est plus dans des phases de consolidation. Donc forcément, on ne peut pas s'attendre à ce que chaque année, Nvidia reproduise systématiquement, surtout de manière exponentielle, cette croissance. Il y aura forcément un plateau de verre à un moment, un plafond de verre, pardonnez-moi, et sur lequel eh bien, il faudra être vigilant. Et forcément, quand on lit ça, on a un peu l'impression que Nvidia, ça y est, c'est la fin du monde. Bon, regardez un petit peu, les ventes du T4 ont en effet affiché une impressionnante croissance de 77,8 sur un an. Je pense que beaucoup d'entreprises jalousent ce type de performance, mais la croissance annuelle du T3 était ressortie à 94 et celle du T2 à 130, ce qui explique effectivement le décalage. On a l'impression de se dire ouh là là, ça grandit moins vite. C'est un peu comme l'inflation, quand j'entends que l'inflation, ça y est, on en est sorti, alors qu'en réalité, on a une baisse de l'inflation, on n'a absolument pas une déflation, hein, comme certains peuvent le laisser penser. J'entendais encore des amis à moi qui disaient mais c'est bon, l'inflation c'est derrière nous. Non, l'inflation continue de grimper, elle grimpe simplement moins fort qu'avant. Et bien là c'est un petit peu la même chose, on a du chiffre d'affaires qui grimpe toujours, et d'ailleurs de manière quand même assez dynamique, mais un poil moins fort qu'avant, simplement parce qu'encore une fois, on ne peut pas systématiquement doubler son chiffre d'affaires. Bien que les prévisions de BPA aient été dépassées, elles l'ont été par une marge bien moindre que ce à quoi Nvidia avait habitué les investisseurs. C'est sûr aussi que quand on a des entreprises ultra performantes, bah, il y a un moment où on prend aussi ses bénéfices. Et je pense que la légère correction qu'on observe depuis ce début d'année, on était à moins 5 hier, on a refait moins 1,5 je crois, post-news, on pourrait se dire bah, il y a une prise de profit qui est logique. Est-ce qu'il faut vendre le titre absolument dans sa totalité? Je ne pense pas. Mais par exemple, commencer à se payer si vous êtes rentré il y a très longtemps, en fonction bien évidemment, encore une fois, de vos narratifs, de ce que vous voulez, ça peut être une bonne chose. Il y a plusieurs façons de sortir hein, dans une action. Et comment on peut y songer, c'est simplement soit d'atteindre un niveau de prix qu'on avait visé, soit à partir du moment où les fondamentaux se détériorent. Est-ce qu'on peut vraiment parler de détérioration des fondamentaux ici? Bon, encore une fois, moi j'arrive, je fais une analyse, je ne connais pas Nvidia, on l'appelle l'entreprise XYZ et je vois ces performances-là, personnellement je pourrais acheter, hein, très clairement. Enfin, si je m'attarde bien évidemment uniquement à ces chiffres-là. Utiliser l'IA pour repérer les prochaines actions, oui je vous rappelle, hein, avec Investing Pro, j'en ai déjà fait une vidéo que vous pouvez aller voir sur ma chaîne. C'est comment cette IA bat en 5 minutes le S&P 500. Vous avez la possibilité de savoir quelles sont les entreprises qui vont vous permettre d'investir et surperformer le S&P 500 avec un rendement annualisé ces dernières années, en tout cas, enfin
depuis pas mal de temps maintenant, mais de 29%. C'est quand même vachement intéressant et je vous invite à aller regarder tout ça. Enfin voilà, donc on a un contexte finalement économique qui est tendu avec Donald Trump qui continue de faire la guerre à la Chine et à l'Europe, soit quasiment à toute la planète. Et on a à côté de ça Nvidia qui effectivement met un petit peu de tension aussi. Donc qu'est-ce qui se passe? On va simplement aller regarder, on va s'attarder plutôt sur le gold ce matin parce qu'on est sur la zone que je cherche à travailler depuis quelques temps. Mais surtout, ce que j'observe, c'est que si je me mets sur le S&P 500, il se passe rien. Hein, il se passe clairement rien. On va se mettre dans les plus petites unités de temps. D'ailleurs, on voit la bougie d'hier, hein, une sorte de doji où il y a eu de la volatilité sur le milieu de range. Je vous ai dit, hein, pour ceux qui me suivent un petit peu, pour moi, c'est les pires zones. On va monter, on va descendre. C'est exactement ce qui s'est passé. On est descendu. Une fois qu'on est descendu, on a envie de vendre. Non, on remonte. Ok. Donc là, on est vraiment dans une zone d'incertitude qui est pas simple. Même chose du côté du Nasdaq. Hein, on le voit. Alors, on est un petit peu en dessous la zone de milieu de range, mais on voit également que face à autant de grosses news et en tout cas de discours qui ont été pris, on a toujours cette incertitude qui se manifeste. Conséquence de quoi, il faut essayer de se concentrer sur les zones les plus intéressantes à travailler. Et pour moi, ici, hein, sur le gold, on est sur une zone pertinente. Alors la zone, elle peut être ici, il y en a qui vont la tracer plus grosse, plus basse. Le plus important, c'est pas tant de savoir exactement où est parfaitement la zone. Il n'y a pas de zone parfaite, c'est encore une fois une zone dont on se parle. Moi, ce que j'observe, c'est aux alentours des 10 900. Et ce que j'ai envie de travailler là-dedans, c'est évidemment pas un day trading. Pourquoi? Parce qu'on est sur un énorme niveau de support daily. Donc ça voudrait dire que si je prends un achat en day trading, je pars un petit peu en contre-tendance, hein, puisque forcément, dans mes tendances plus court terme, dans un range, si on est arrivé sur le bas du support, c'est qu'on n'est pas forcément dans une impulsion haussière. Mais malgré tout, donc ça c'est le premier point, et je ne vais pas vendre, pardon, parce qu'on est tout simplement sur un support et on ne vend pas un support, hein, ça fait sens. Donc, partant de là, la seule chose que je vois, c'est d'essayer plutôt de partir sur un swing à l'achat et essayer simplement d'avoir ce signal acheteur. Car pour le moment, j'ai rien. Oui, on est sur ma zone. Oui, on peut bien évidemment décider de payer la zone et puis s'invalider un petit peu au petit bonheur la chance. Moi, je préfère avoir une confirmation de retour des acheteurs. Pour cela, j'ai quelques signaux qui me permettent de l'identifier. On avait par exemple sur de la pure price action exactement ce signal-là précédemment. Une énorme englobante qui plus est quasiment... on va parler d'englobante. Une énorme englobante ici en 4 heures qu'on avait pu observer sur la journée du 17 février. Ça, c'est un signal puissant que j'aimerais bien, par exemple, retrouver ici. Clairement, pour le moment, on n'y est pas du tout. Et il me faudra à minima, bien évidemment, sur cette zone, un signal daily ou 4 heures. Hein. En 1 heure, il faudrait avoir une construction de prix bien plus large. Et pour le moment, c'est absolument pas ce que je suis en train de visualiser par rapport à mes méthodes de faire. Donc, j'attends un beau signal 4 heures pour pouvoir me positionner là-dedans ou daily, parce qu'on peut très bien avoir un joli signal daily aussi. Et on verra un petit peu ce que ça donne. Ok, concernant le calendrier économique aujourd'hui, je ne l'ai pas checké. Je ne l'ai plus en tête en tout cas, donc c'est pour ça que je me permets de le refaire. Ok, PIB trimestriel, donc ça reste des données importantes, et le chômage qui pourrait, encore une fois, faire sur le court terme, bouger un peu les marchés. On a un prévisionnel à 2,3. On verra un petit peu comment ça ressort. Attention, hein, je pense que si honnêtement, je ne sais pas quoi en penser du PIB, parce que même s'il ressort inférieur aux attentes, pour moi, je ne suis pas sûr que ça soit tant une mauvaise nouvelle, parce que ce que le marché va vouloir observer, c'est aussi un contrôle de l'inflation, et je me dis que si la croissance continue à se contracter, alors c'est pas vraiment l'inflation, mais c'est plutôt que la Fed va se dire, oula, attention, on a toujours des taux qui sont hauts, l'inflation certes est un petit peu haute, mais si on a une contraction de l'économie, il va falloir qu'on stimule les marchés, donc peut-être elle laissera envisager en tout cas une baisse des taux plus rapide qu'attendue. Ça ne veut pas dire qu'elle va baisser ses taux de facto, mais ça peut être intéressant de l'observer ainsi. Donc on verra un peu comment les marchés souhaitent réagir à cette news. Encore une fois, la news, moi je m'en tape, elle est verte, elle est rouge. Honnêtement, qu'est-ce que je vous dis? De toute façon, on ne peut rien, c'est pas nous qui allons la choisir, c'est déjà fait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment les marchés réagissent, essayer de se positionner en fonction de ce qui nous est indiqué. Voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse également avec une vidéo que j'ai sortie hier où j'ai analysé le portefeuille de Bill Gates. Si ça vous intéresse de savoir comment il investit, ce qu'il a acheté et vendu. Et d'ailleurs, j'en ai tiré un enseignement assez intéressant de son portefeuille. C'est toujours bon pour les personnes qui débutent ou ceux qui sont déjà initiés dans l'investissement. Moi, ça m'a fait une bonne piqûre de rappel sur des erreurs que j'ai souvent commises d'ailleurs dans mon parcours. On en fait tous, hein, on fait tous des bons choix et des choix moins bons. Et bien, c'est toujours bien de s'inspirer un petit peu de ceux qui réussissent, en tout cas de voir des portefeuilles qui fonctionnent et d'essayer de voir pourquoi ça fonctionne. Donc je vous invite à découvrir cette vidéo, je vous laisse avec, je vous souhaite une excellente journée, soyez prudents sur les marchés et à très vite, ciao.